Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Prévues en février prochain, les élections législatives et présidentielles au Mali risquent d'être reportées. Les autorités de la transition prévoient d'abord la tenue des assises nationales en décembre. Pour leur part, l'ONU et la CEDEAO appellent au respect des délais électoraux. Cette prolongation était-elle prévisible au vu de l'évolution de la transition au Mali ? Quelles conséquences pourrait avoir cette prolongation de la transition? Réponse en première partie d'émission. Les pays du G5 Sahel ont lancé un programme de projets sociaux pour les populations vulnérables victimes de terrorisme dans la zone dite des trois frontières. Le programme est financé par le gouvernement allemand. Quel impact pourrait avoir un tel programme dans la lutte contre le terrorisme? Comment cet instrument financier pourrait aider à lutter contre la pauvreté et les inégalités? Réponse en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler, nous sommes sur ce plateau avec M. Mamadou Thior. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Daouda pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé et en face de vous, un autre confrère, Abdoukarim Diakhaté. Un plaisir également de vous retrouver sur ce plateau. Merci Daouda et merci également à mon confrère et ami Mamadou Thior. Et je reste d'ailleurs avec vous, Abdoukarim Diakhaté. Les autorités maliennes ont expulsé le représentant de la CEDEAO. Il est accusé de mener des activités de déstabilisation de la transition. Mais concrètement, que reprochent les autorités de la transition à Hamidou Boli? Bon, écoutez, en fait, cette nouvelle, on l'a apprise effectivement avec beaucoup de surprises, si l'on peut dire. Mais bon, les autorités maliennes ne sont pas allées loin dans l'explication de ce qui constitue certainement un incident diplomatique. Est-ce que M. Boli aurait outrepassé ses prérogatives, en tout cas de représentant de la CEDEAO? Mais il faudrait reconnaître quand même qu'il y a, depuis un certain temps, une certaine crispation dans les relations entre le gouvernement de transition au Mali et la CEDEAO, pour diverses raisons sur lesquelles on devra certainement revenir. Mais toujours est-il qu'en fait, avec cette expulsion du diplomate burkinabé qui représente la CEDEAO, on va vers un durcissement des relations entre donc, le Mali et l'organisation régionale. Et cela est quand même dommage, surtout dans le contexte actuel. La CEDEAO a d'ailleurs regretté l'incident et s'est dit choqué déjà de cette expulsion. Selon l'instance, déjà la transition ou bien son changement était en cours en fait. Donc quelle urgence y avait-il aujourd'hui à l'expulser? D'autant plus que la CEDEAO prévoyait de nommer son remplaçant dans les meilleurs délais, dans les jours à venir. Bon, mais écoutez, je pense que le Mali est quand même un pays souverain qui a aussi des règles. Peut-être qu'en la matière, les autorités maliennes n'ont pas été également très désertes par rapport un peu à la situation précise qui a valu à M. Boli son expulsion, mais il faudrait peut-être reconnaître qu'il y a en tout cas des prérogatives qui reviennent au gouvernement malien d'apprécier la situation, en tout cas par rapport à un certain nombre de choses. Mais ce qu'on peut constater et regretter en même temps, c'est un peu ce face-à-face, une sorte de mano à mano entre le Mali et la CEDEAO, quelque chose qui n'est pas, de mon point de vue, acceptable. Dans, en tout cas, une situation où on s'attend à ce que très vite la transition puisse aller vers des lendemains meilleurs pour le Mali, il ne faudrait pas, en tout cas, ajouter encore à cette histoire un problème de plus. Thior, que pensez-vous de l'expulsion du représentant de la CEDEAO au Mali par les autorités de la transition? Oui, après avoir salué l'aîné Abdoukarim Diakhaté et ceux qui nous regardent, je pense que ça n'en valait pas la peine. Et les autorités maliennes sont tendues à la fois fébriles depuis quelques semaines. Vous savez, il y a beaucoup de quiproquos, cette affaire des mercenaires russes, les relations tendues avec l'ancien colonisateur de la France, qui ne voit pas d'un bon œil l'arrivée des Russes. Donc, quelque part, il y a une pression maximale parce que là, le deadline, c'est au mois de février prochain. Et là, apparemment, ils veulent jouer aux prolongations au plus malin pour que la transition aille au-delà. Et la communauté internationale ne l'entend pas de cette oreille. Maintenant, dans la situation actuelle où
l'urgence des urgences est la sécurité. Nous ne l'oublions pas, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on veut des autorités légitimes et légales, et il faut organiser des élections crédibles. Mais on a perdu beaucoup de temps entre cette rectification de ce qu'on appelle la transition. Je pense que, oui, les Bandao, le duo Bandao et son Premier ministre ont commis une erreur, mais je pense que ça ne valait pas la peine. On aurait pu les rappeler à l'ordre et essayer de trouver une solution pour être dans les délais. Parce que moi, je vois mal, on est à la fin du mois d'octobre, qu'on puisse tenir des élections au mois de février, qu'on ne se leurre pas. Et là, Kokala Maïga, le Premier ministre, donc, ne démord pas pour organiser ce qu'il appelle les assises. Est-ce que les conditions sont réunies aussi pour organiser ces élections au Mali dans quelques mois, à savoir non, ça, il ne faut pas se voiler la face. Je pense que même si on les forçait à organiser ça au mois de février, c'est retour à la case départ. Parce que là, le fichier, comme c'est un peu le cas un peu partout, les gens ne font pas confiance au fichier, donc il faudra faire peut-être une refonte du fichier électoral, et ça prend du temps. Dans un pays où presque la grande majorité échappe au pouvoir central de Bamako, c'est un autre problème. Donc l'urgence est peut-être arriver à établir le dialogue avec tous ces groupes rebelles-là pour pacifier et essayer quand même d'organiser des élections crédibles. Parce que si on n'organise pas des élections crédibles, ça veut dire que ça aura été un énorme gâchis. Parce qu'on aura changé, certes, le président Ibeka pour des histoires de corruption et des élections truquées comme l'ont estimé l'opposition d'alors. Donc il faudra faire en sorte d'organiser des élections irréprochables. Et Karim, selon le chef de la diplomatie malienne, à savoir M. Abdoulaye Diop, son pays souhaite continuer, c'est-à-dire malgré l'expulsion du représentant spécial de la commission de la CEDEAO, son pays souhaite continuer à collaborer avec l'institution. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette déclaration des autorités maliennes? Bon, mais je pense que c'est tout à fait normal. Le Mali ne peut pas quand même être au banc de la communauté internationale. Il est évident qu'un tel incident peut effectivement amener un peu des soubresauts dans la conduite de la transition, mais il est évident qu'il faudrait d'abord faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de ruptures en fait par rapport aux engagements qui ont été pris par le gouvernement malien. Le Premier ministre Choguel Maïga d'ailleurs était revenu récemment là-dessus pour effectivement dire qu'il allait se conformer à ce qui avait été prévu avec la CEDEAO, mais il est vrai, comme l'a dit effectivement Thior, il sera très difficile de continuer en tout cas dans l'évolution actuelle, dans la mesure où on a perdu beaucoup de temps entre donc les deux coups d'État qui se sont passés et éventuellement aussi les autres problèmes qui sont venus. Et aussi le délai n'a pas été rallongé, c'est le délai qui a été fixé au premier gouvernement de transition qui a été maintenu par la communauté internationale. Mais c'est justement là où il y a un problème, parce qu'en fait, on a entendu le Premier ministre Choguel Maïga le 30 juillet dernier faire en tout cas sa déclaration de politique générale, si l'on peut dire, et il avait annoncé les axes sur lesquels il entendait mener son action. Dans un premier temps, il était question de sécuriser le pays, de faire des réformes politiques et institutionnelles, de faire en sorte qu'il y ait des élections crédibles, comme effectivement tout le monde le souhaite, et éventuellement faire une relecture, il l'a dit, intelligente, entre guillemets, de l'accord d'Alger. Mais en l'entendant, quand même, c'était trop ambitieux pour dérouler tout ce programme-là d'ici le mois de février. Donc, à l'occasion de cette déclaration de politique générale, les gens se sont dit, tiens, ces gens-là, ils vont aller au-delà de février. On ne peut pas faire tout ce programme-là en 8 mois, c'est pas possible. Est-ce que aussi la communauté internationale n'a-t-elle pas aussi une part de responsabilité dans cela? Est-ce qu'ils n'ont pas fait aussi une mauvaise lecture de la situation au Mali, comme ça a failli être le cas en Guinée où ils ont demandé 5 mois? Ils l'ont fait parce que souvent le reproche qu'on fait à la fois, et c'est un reproche qui est acceptable, l'essentiel c'est d'organiser des élections. Et quand on organise des élections qui ne sont pas crédibles, on va continuer à assister à des coups d'État. Il est temps que les gens puissent savoir que dans une démocratie, c'est comme au Cap-Vert. J'aime bien donner cet exemple-là. Quand c'est sain, donc il n'y a aucun problème. Les deux grands partis se relaient au pouvoir. Et les électeurs
capverdiens décident ainsi. Mais quand on essaie d'accaparer le pouvoir par des moyens qui sont frauduleux, ça aussi, attendons-nous à avoir des Mamadi Doumbia à foison. Donc ça aussi, il faut que la communauté internationale y veille. Parce que c'est important d'encourager vraiment l'environnement des élections, que ça soit un environnement transparent. Parce que si on force les choses, par exemple au Mali, au mois de février, c'est sûr que ces élections-là ne seront pas de très bonnes élections et on va assister à bis repetita, peut-être dans 1 ou un peu 2 ans, parce qu'on ne sait jamais. C'est pourquoi il faut prendre le temps. Bon, c'est très dommage, c'est un ultimatum qui est fixé aux autorités de la transition, mais malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, il faut peut-être prendre le temps d'organiser des élections vraiment crédibles et vraiment que le Mali reparte du bon pied. Et je reste avec vous, Thior. Après l'expulsion aujourd'hui du représentant de la CEDEAO, le 4e vice-président du Conseil national de transition au Mali, à savoir M. Issa Kaou Ndim, a aussi été interpellé à Bamako par la gendarmerie sur ordre de la justice. L'ex-porte-parole de l'imam Dicko est poursuivi pour propos subversifs tenus sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette attitude aussi des autorités de la transition? Et ça n'augure rien de bon parce que ça montre qu'il y a une certaine tension. On sait quand même le rôle que l'imam Dicko a joué dans le cadre du M5 RFP, qui quand même a la légitimité de pouvoir réclamer le départ de IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. Donc Assimi Goïta et sa bande n'ont fait que donc ramasser le pouvoir dans la rue. Mais on sait que les grandes manifestations qui ont marqué un peu, qui ont secoué le pouvoir de IBK, c'était les imams Dicko et autres, les Sogel Kokala Maïga, quand ils se rassemblaient à Bamako. Donc si on arrive à inquiéter un proche parmi les proches de l'imam Dicko, ça n'augure rien de bon. Et je pense que c'est une tension dans l'air et que ça peut plomber cette transition-là. Karim, vous voulez réagir par rapport à ça? Absolument, mais en fait, je pense également qu'il faudrait aussi retenir que le M5 RFP a quand même une certaine emprise dans le gouvernement actuel. Sur les 28 membres du gouvernement dirigé par Choguel Maïga, il y a 7 membres donc, de ce mouvement de l'imam Dicko qui sont représentés. Par conséquent, je pense que c'est peut-être une cuisine interne. D'ailleurs, on dit de l'homme que vous avez cité, Jim, qu'il était un peu proche également du président de la transition, Assimi Goïta. Par conséquent, c'est peut-être une affaire effectivement qui relève de la justice, mais on peut effectivement reconnaître qu'il y a aussi de la tension dans l'air. Mais tout compte fait, ce qui est important, et le gouvernement malien est peut-être sur ces traces-là, faire en sorte de rassurer l'opinion aussi bien nationale qu'internationale par rapport à donc une bonne poursuite des actions initiées dans le cadre de la transition, permettre qu'il y ait véritablement un retour rapide à une vie constitutionnelle normale, mais tout en sachant qu'il est impossible, en tout cas de mon point de vue, d'ici 3 ou 4 mois d'organiser des élections. C'est là évident. Maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO va pouvoir éventuellement mettre sur la table pour un peu rabibocher les partis? Certainement revenir un peu à l'idée qui a été émise un peu partout par rapport à cette relecture dite intelligente des accords d'Alger. Parce que je pense que tout est dans ces accords-là. Nous allons revenir d'ailleurs sur les accords d'Alger. On reste avec la CEDEAO. Le 17 octobre dernier, Nana Akufo-Addo, le président en exercice de la CEDEAO, a effectué une visite au Mali pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus de transition. Le président ghanéen a appelé la junte à la nécessité de respecter leurs engagements, mais une position qui est également réitérée par l'ONU, dont les experts du Conseil de sécurité ont également fait un tour récemment, mais ce délai risque de ne pas être respecté aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, quelles conséquences pourrait avoir cette prolongation de la transition, c'est-à-dire le non-respect du délai? Écoutez, le non-respect va certainement entraîner... Surtout dans les relations entre le Mali, la CEDEAO et aussi la communauté internationale. Oui, justement, il y a ces relations entre le Mali et la CEDEAO, mais il y a surtout également la possibilité d'une reprise donc, des mesures prises à l'encontre du Mali, des sanctions économiques et tout.
Et on parle également de sanctions ciblées contre certaines autorités qui, en tout cas, iraient dans le sens de prolonger cette transition. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait tenir compte de la réalité du terrain. Parce qu'en réalité, justement, le problème du Mali actuellement, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sécurisation du territoire, faire en sorte qu'il y ait déjà la paix un peu partout. On a parlé d'initiatives récemment avec les imams qui ont été, disons, quelque part réunis pour un peu apporter leur part dans ce retour à la paix, dans ce processus de paix. Mais il y a, vous l'avez évoqué, cette visite des experts de l'ONU qui se sont rendus compte de visu, effectivement, de l'impossibilité de faire en sorte que les engagements pris par le gouvernement de transition puissent être tenus à temps. Maintenant, il faut en tirer toutes les conséquences. Ce qu'il faudrait peut-être certainement dire aux autorités... Mais cet aspect sécuritaire-là aussi, Karim, est-ce que ça suffit simplement pour parler de ces reports-là, dans la mesure où cette situation d'insécurité dans le Sahel existe et elle est là depuis 2014 ? Oui, mais on est en train de voir que depuis quelque temps, il y a véritablement de fortes poussées de l'extrémisme violent. On a vu ce qui se passe dans la région donc, des trois frontières et on sait que de plus en plus, il y a une alerte par rapport en tout cas à des attaques qui pourraient se passer. Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas d'attaque. Et on a vu que certaines attaques se sont déplacées même vers l'ouest du pays. Par conséquent, il faudrait des mesures rapides. Je le dis parce qu'en fait, on a vu un peu le sentiment de certains mouvements proches de l'Azawad qui est un peu tiqué quand on a parlé de cette relecture des accords d'Alger, on va y revenir, mais c'est parce que le tout sécuritaire actuellement préoccupe au plus haut point aussi bien les autorités maliennes que l'instance régionale. Il va de soi qu'il faut d'abord régler les problèmes en souffrance et le problème de sécurité est, je pense, le problème le plus, en tout cas, le plus prégnant. Il faudrait faire en sorte que très rapidement, on puisse poser les jalons d'un retour rapide à la paix. Et cela est possible parce qu'il y a des prémices. On a vu et qu'effectivement dans le gouvernement malien, il y a des gens apparentés au groupe armé qui participent et il y a en tout cas un nouvel élan avec tout ce qu'on a pu entendre ces derniers temps. La réorganisation de la force Barkhane passant par là, on a vu effectivement que le gouvernement malien est en train d'initier la création d'une école de guerre malienne également. Justement, voilà, entre autres. Donc tout ça participe donc de cet élan pour faire en sorte que très rapidement on puisse poser les jalons, les bases d'une paix véritable et cela passe forcément par en tout cas une véritable appréhension du problème, que le problème soit tenu à bras-le-corps pour rapidement trouver des solutions idoines. Les autorités maliennes de la transition disent être prêts à respecter leurs engagements, mais qu'il faut d'abord passer par la tenue des assises nationales. Mais ces autorités-là, est-ce qu'ils n'ont pas aussi tardé à s'intéresser ou à s'attaquer aux réels problèmes, en fait, à l'essentiel? Oui, c'est un peu le retard qui a été accusé parce que quand il y a eu le coup d'État dans le coup d'État, ils ont mis trop de temps à redémarrer la machine. Et quand on annonce des assises à la fin du mois de décembre, alors qu'on est censé organiser des élections 2 mois plus tard, ça veut dire que quelque part, bon, on sait très bien que ce n'est pas possible. Maintenant, Choguel Kokalamaïga, enfin politicien qu'il est, il donc mise sur ces assises-là pour imposer une prolongation de la transition. Parce qu'en rassemblant tout ce aéropage, je ne sais pas si ce sera à Bamako ou ailleurs, pour tenir ces assises certainement à Bamako, au sortir des assises, avec, disons, les participants, ils vont avoir un peu une certaine crédibilité à pouvoir imposer à la communauté internationale, à la CEDEAO en tête, une prolongation. Je pense qu'une prolongation de 6 mois ne ferait pas de mal. Et on va revenir à peut-être une durée. En vue de ces assises, toujours, le président Assimi Goïta a installé le panel composé de 19 autres personnalités, dont 7 femmes, parmi lesquelles des anciens ministres, des historiens, des avocats, et des religieux et des membres également de la société civile. Aujourd'hui, que faudrait-il attendre de ces assises nationales maliennes? Mais ce qui va sortir de ces assises, je pense que on peut saluer, parce que quand on voit un peu ce que vous citez, je pense que c'est des gens qui ont du vécu. Mais vous savez, les meilleurs textes du monde, vous pouvez les avoir si vous n'avez pas des hommes et femmes
vertueux, vous perdez votre temps. Je pense qu'il faudra insister là-dessus, avoir un Malien de type nouveau. C'est-à-dire ce qu'on a vu sous Ibeka, qui a eu une trajectoire magnifique, a occupé toutes les stations jusqu'au président de la République, mais sa présidence a été calamiteuse. La corruption a été endémique. Et c'est là où vous avez beau vous entourer de toutes les garanties en termes de textes de toutes sortes, si les gens qui doivent mettre en musique ces textes-là ne sont pas à la hauteur, c'est un problème. Je pense que c'est ce qu'on attend de ces assises-là. Qu'ils assoivent des bases, qu'elles assoivent les bases d'un nouveau Mali, mais les gens appelés à donc incarner ce nouveau Mali-là soient à la hauteur. Asseoir les bases d'un nouveau Mali, Karim Diakhaté, cela revient aussi à bâtir un État malien fort, des institutions fortes, une constitution capable de prendre en compte les aspirations de tous les Maliens, ainsi qu'un retour démocratiquement des civils au pouvoir, entre autres. Aujourd'hui, Goïta et son équipe, selon vous, quel délai supplémentaire au-delà de février 2019 pourrait être raisonnable pour les autorités de la transition malienne? Bon, écoutez, je pense que ce serait quand même un peu difficile de parler de date. Vu tout ce qu'il y a comme chantier. Voilà, forcément, parce que même 6 mois me paraissent assez courts. Mais ce qui est important, en fait, c'est de discuter, parce qu'on parle d'assises nationales de la refondation, en fait. Il faudrait faire en sorte que les Maliens, unis autour, en tout cas, d'un idéal commun, puissent se parler, se regarder et quand même aller vers l'essentiel. Forcément, on est obligé en fait de revenir sur les accords d'Alger de 2015. On en vient d'ailleurs aux accords d'Alger. Où en sont les choses aujourd'hui? Justement, parce qu'en réalité, et c'est important que l'actuel ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a été un des initiateurs. En tout cas, il était en première ligne lors de la signature de ces accords d'Alger. Forcément, il faudrait non pas revenir de manière systématique à la révision de ces accords, ou en tout cas revenir sur certains points. J'ai entendu certains membres de l'Azawad dire que ce serait véritablement quelque chose d'assez problématique, dans la mesure où on risquerait de secouer la boîte à Pandore, dans la mesure où effectivement beaucoup avaient accepté de signer les accords sous réserve, en émettant beaucoup de réserves par rapport en tout cas à un certain nombre de faits. Il ne faudrait pas trop tirer sur la corde. D'accord, une relecture intelligente, comme l'a dit le Premier ministre Choguel Maïga, mais en tenant compte également d'une certaine frustration qui est restée en l'état. De quoi s'agit-il? Depuis quelque temps, on a pu voir le gouvernement malien éprouver toutes les difficultés du monde pour pouvoir en tout cas avoir une administration partout sur le territoire, et cela est tout à fait normal dans la mesure où le Mali quand même, c'est un espace très vaste où véritablement l'État n'est pas présent partout. On a pu dire il y a quelques années que c'était un pays failli. Il faudrait, de mon point de vue, que ces autorités de la transition puissent véritablement recoller les morceaux pour qu'on ait au moins, en tout cas, la vérité sur, en tout cas, l'idéal que les Maliens veulent faire de leur pays. Faire en sorte que les bases de ce nouveau Mali qu'on vante tant puissent, en tout cas, renaître, descendre de cette situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, où le tout sécuritaire, on l'a dit, prévaut sur tous les autres, éléments qui peuvent concourir au développement économique du pays. Thior, cette relecture des accords d'Alger, est-ce que cela ne risque pas aussi d'être risqué par rapport à la stabilité aussi du pays et à la cohésion même entre le Nord et également le reste du pays? Oui, je pense que partant peut-être des erreurs qui ont été commises sous la présidence Ibeka, et Karim le rappelait tout à l'heure, Abdoulaye Diop, qui est le chef de la diplomatie, a été au cœur. Donc c'est bien heureux peut-être de voir ce qui ne va pas et essayer de rectifier. Parce que je pense que quand même il faut reconnaître au gouvernement de la transition, ils ont pu mieux intégrer tous ces gens-là qui se sont un peu rebellés, entre guillemets, pour les associer à la gestion de la chose publique. Et ça, c'est bien parce que souvent, c'était des frustrations parce qu'ils ne se sentaient pas pris en compte par le gouvernement central. Parce qu'en les associant à la gestion du pouvoir, quelque part, ça peut réduire un peu cette frustration
et redonner vraiment espoir de ce côté-là. Je pense qu'il faut beaucoup insister là-dessus, faire en sorte que tous ces gens-là qui se sont sentis exclus se sentent à nouveau maliens. On est presque à la fin de cette émission. Aujourd'hui, au-delà de à la fin de la transition, pourrait-on s'attendre à voir Assimi Goïta troquer l'uniforme contre un costume de candidat à la présidentielle? Je l'ai vu aller voir le regretté Amadou Toumani Touré. Il lui a rendu visite avant son décès. Donc on sait ce qui s'est passé avec ATT, qui a été considéré comme un messie. Il faut jamais dire jamais, parce que vous savez, le pouvoir c'est une drogue. Quand vous y goûtez, même si vous partez, vous avez envie de revenir. Surtout si, par exemple, vous faites quelque chose comme un an au pouvoir, au cœur du pouvoir. Donc ça peut donner des idées, surtout qu'il a en la personne d'Amadou Toumani Touré un exemple à copier. Mais bon, on ne sait jamais. Donc un exemple à copier, on ne sait jamais. C'est la fin de cette première partie du débrief. On se retrouve juste après pour la seconde et dernière partie. À tout de suite. De retour sur ce plateau du débrief pour la seconde et dernière partie de votre émission. Je commence avec vous, Abdoukarim Diakhaté. Le programme dénommé la Facilité G5 Sahel est initialement doté d'une enveloppe de 50 millions d'euros. Il vise à aider plutôt les populations vulnérables en leur dotant de centres de santé, des écoles et également des points d'eau. Quelle appréciation faites-vous d'une telle initiative? Oui, mais en fait, je trouve que c'est une excellente initiative. Cela participe d'ailleurs de ce qu'on appelle la stratégie de développement et de sécurité du G5 Sahel. Et cela également relève de ce qu'ils appellent, au niveau du G5 Sahel, le programme d'investissement prioritaire. Et il est évident qu'en fait, il y a effectivement des actions de lutte contre l'extrémisme violent, de lutte contre le terrorisme, mais à côté également, il y a forcément des actions de type économique, destiné un peu à assurer une certaine résilience des populations, permettre en tout cas aux populations surtout impactées... pour ces populations-là, victimes du terrorisme dans la zone du G5 Sahel. Bien sûr, parce qu'en fait, ce sont des populations impactées par cette crise sécuritaire qui ont besoin d'être appuyées, d'être aidées. Mais il y a également un fait, ces populations sont également vulnérables par rapport aux appels d'air que certains groupes terroristes peuvent faire, surtout par rapport à la frange jeune. Il est évident que face, en tout cas, à la situation d'extrême pauvreté et, disons, d'inactivité de beaucoup de jeunes, certains sont enclins à rejoindre des groupes armés éventuellement. Donc, est-ce qu'un tel programme ne pourrait pas résoudre aussi, ou bien être un début de solution pour éviter pareille chose, que des jeunes puissent aujourd'hui rejoindre des groupes terroristes? Oui, c'est justement, je voulais dire qu'en fait c'est une stratégie qui entre dans ce cadre-là. Le G5 Sahel a à côté de son option militaire des activités de type économique. On a vu récemment, il y a quelques jours, cet appui financier, je veux dire en fait, ces partenariats qui a été conclu avec la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, pour en tout cas un soutien un peu à des activités de ce genre-là. Mais il y a également la contribution de la Banque africaine de développement, on y reviendra certainement. Et l'exemple que vous donnez, l'exemple en tout cas de la coopération allemande, qui vient aussi dans le cadre un peu de la coopération de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, avec donc le G5 Sahel, participer de la prise en charge donc de toutes ces problématiques de développement. Il est évident que ce soutien va permettre quand même aux populations d'être plus résilientes, de pouvoir quelque part subvenir à leurs besoins, en tout cas les plus vitaux, et également elles seront plus ou moins épargnées de cette mainmise des groupes terroristes et éventuellement elles pourront quand même s'adonner à des activités génératrices de revenus qui pourront éventuellement leur donner un meilleur vécu. Thior, la mise en œuvre de ce programme va d'abord s'opérer en premier lieu auprès des populations victimes du terrorisme dans la zone du Liptako-Gourma, communément appelée la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Mali et le Niger. Pourquoi aujourd'hui le choix de cette zone où la présence des terroristes accentue la pauvreté et l'insécurité est si important? Je pense que le G5 Sahel est vraiment
a bien fait d'initier un tel programme. Parce que comme le disait Karim, si on en est arrivé là, parce que quelque part, il y a une pauvreté qui était très ancrée. Et quand on regarde les ordres de population, surtout jeunes, qui voulaient passer par la Libye pour allier le continent européen pour un mieux-être, c'est là où il fallait insister. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Un an après le lancement du G5 Sahel, c'est ça la mère des batailles. Essayer de contrer tous ces groupes-là qui arrivent à convaincre ces jeunes-là, qui leur offrent de bonnes perspectives. Malheureusement, c'est des perspectives pour tuer un peu leur prochain. Mais aujourd'hui que le G5 a compris un peu que c'est là où il faut insister, il faut saluer cette initiative-là. Essayer, surtout dans cette zone des 3 frontières, parce que c'est là où est centré tout ce conflit-là, et c'est une zone très très difficile. Faire tous les investissements nécessaires, peu importe ce que ça demande en termes de moyens, essayer de recréer l'espoir là-bas, parce que l'espoir était perdu. C'est pourquoi on assiste à tous ces conflits meurtriers, à tous ces gens-là qui sont tués. Et Abdou Karim Diakhaté, j'en viens à vous. Les premières interventions se feront avant la fin de l'année, selon le G5 Sahel, dans la région malienne de Gao. Donc c'est le Mali qui sera premier à bénéficier de ce programme-là. Le pays fait partie des plus affectés par la pauvreté née de la crise sécuritaire qui sévit dans le Sahel depuis 2012. Aujourd'hui, quels doivent être les secteurs prioritaires à soutenir dans cette zone nord-là du pays? Bon, mais les secteurs prioritaires, certainement, disons, les couches sociales, plus ou moins les plus à même de bénéficier de cet accompagnement. Moi, je pense surtout aux femmes d'abord, parce que ce sont les femmes qui sont les plus impactées dans les zones de conflit. Il y a certainement les jeunes, forcément, qui sont un peu soumis un peu à cet éclat des miroirs aux alouettes par rapport aux appels d'air dont on a parlé. Il y a que, effectivement, le terrorisme se nourrit très souvent de jeunes désœuvrés, disons sans occupation, laissés à eux-mêmes. Ce sont ces jeunes-là qui très souvent servent de ferment, si l'on peut dire, un peu à ces actes de terrorisme. Bon, par conséquent, au niveau de Gao, vous l'avez dit, Gao qui effectivement représente une zone tampon entre le sud, plus ou moins, et le nord malien, vers la zone de Kidal et autres. Gao, comme Tombouctou, sont effectivement des zones qui ont beaucoup subi les affres de cette crise sécuritaire. Forcément, il y aura beaucoup d'actions à initier au niveau des femmes, des actions au niveau en tout cas de la zone rurale surtout, mais il y a également, je pense, un accompagnement qu'il faudrait faire au niveau de l'éducation, faire en sorte que les enseignants puissent regagner certaines écoles. Ça fait partie des secteurs justement, et les équipements également au niveau de la santé doivent être privilégiés parce qu'on a vu que quelque part on avait regretté le fait que l'État soit absent. Il n'y avait pratiquement personne. Bon, c'est vrai qu'avec la transition, des gouverneurs militaires ont été nommés, mais en l'État, il y a toujours des zones de non-droit où malheureusement l'aide publique ne parvient pas toujours. Donc ce serait très bien. Voilà, les équipements hydrauliques, hydro-agricoles et autres pourraient effectivement servir un peu d'appoint à des populations véritablement qui sont dans le besoin. Je pense que c'est une aide qui vient véritablement à son heure. Thior, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé en février 2014 à Nouakchott le G5 Sahel. L'organisation intergouvernementale appuyée par les forces françaises s'est assignée 2 missions essentielles que sont la sécurité et le développement. Donc le financement de la lutte contre la pauvreté, comme c'est le cas à travers ce programme, ne devrait-elle pas être une chose ou bien un programme du G5 Sahel et non un programme porté par un partenaire étranger, en l'occurrence l'Allemagne? Oui, mais malheureusement, ces pays-là n'ont pas les moyens de politique, alors que quand on les prend individuellement, ils sont dotés d'énormes ressources du sous-sol. Vous prenez le Mali, rien que l'exploitation de l'or, ça rapporte. Mais où va cette exploitation-là? Vous prenez le Niger avec l'uranium, le Burkina Faso aussi, donc la Mauritanie avec la pêche. Donc je pense qu'il faudra faire en sorte de redistribuer
cette manne qui provient de toutes ces ressources-là. Et ça, si on arrive à faire en sorte que l'argent profite au plus grand nombre de populations dans ces pays, on n'aura pas besoin de l'assistance de l'Allemagne. Mais malheureusement, dans nos pays, la corruption est... Comment y arriver? Oui, en luttant contre la corruption. Parce que souvent, l'argent qui est tiré de nos ressources minières et autres va dans la poche d'une caste, d'une petite catégorie de personnes qui, au détriment de la grande masse, et ce n'est pas acceptable. Donc pendant que la grande majorité des populations dans ces pays-là vivent dans l'extrême pauvreté, vous voyez des gens, parce que simplement ils sont aux affaires, sont riches comme Crésus, comme on dit, sont devenus des milliardaires. Et ça, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, Karim, comment arriver aujourd'hui à ce que ces pays du G5 Sahel puissent avoir une certaine autonomie financière leur permettant de financer leurs propres projets sociaux? Oui, je pense que ces pays doivent d'abord initier en leur sein déjà une stratégie pour prendre en compte, en tout cas, un certain nombre de paramètres pour leur financement. C'est vrai que l'apport de la communauté internationale est toujours quand même quelque chose de fondamental. Il y a beaucoup de promesses de financement. Personnellement, j'ai assisté au sommet du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad, à l'époque du feu maréchal président Idriss Déby Itno. Et le financement au niveau de l'Union européenne tardait à venir. D'ailleurs, il y avait une interpellation à laquelle l'ancienne représentante de l'Union européenne avait répondu que ces financements allaient constituer véritablement quelque chose d'important pour toute la zone du Sahel, mais jusqu'à ce jour, ces financements tardent à arriver. Heureusement que, de plus en plus, les pays du 5 Sahel ont intégré dans leur programme un certain nombre de partenariats avec des institutions financières. J'ai parlé de ce partenariat conclu il y a quelques jours avec la Banque africaine de développement et qui porte sur 966 millions de dollars. Par conséquent, ce sont des montants assez importants. Et ce financement, dont une tranche de 150 millions de dollars a été avancée il y a quelques jours, va être dirigé vers un secteur qui me paraît quand même fondamental, le secteur de l'énergie solaire. Parce qu'en fait, tous ces pays donc, bénéficient de cette manne naturelle et avec l'exploitation en tout cas de toute cette énergie, beaucoup d'actions pourront être menées derrière qui pourront assurer en tout cas à beaucoup de régions du Sahel, en tout cas une certaine autonomie au niveau de leur prise en charge sociale. Même pour la lutte contre le terrorisme, ces pays aussi ont tendance à dépendre de financements étrangers. Aujourd'hui, comment arriver à ce que ces pays du G5 Sahel financent aussi leur programme de lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Mais en mutualisant leurs forces, parce que certainement, pris individuellement, quand vous les comparez, ils ne sont pas... c'est des pays inégaux si on les compare au plan des richesses. Mais je pense que, comme je le rappelais tout à l'heure, en termes de ressources, ces pays sont dotés de ressources. Et tirant les leçons de ce qui s'est passé jusque-là et ce qui les a menés à cette situation assez alarmante où vraiment on perd beaucoup de vies humaines, je pense que les dirigeants dans ces pays-là doivent revoir la façon de gouverner, faire en sorte, parce que c'est juste une question de pauvreté. Si les gens, là où ils habitent, ils n'arrivent pas à trouver de quoi rester là-bas, mais forcément, si les autorités étatiques n'arrivent pas à créer l'espoir là-bas, c'est les laisser à la merci de tous ces groupes-là qui s'activent et qui ont les moyens. Ça aussi, c'est quelque chose, un paramètre à prendre en compte. Ces groupes ont les moyens de convaincre ces jeunes-là, parce que quand quelqu'un n'arrive pas à avoir ne serait-ce que 1000 francs par jour, vous arrivez, vous essayez de le convaincre de l'enrôler dans une sorte d'armée et de lui, ne serait-ce que 5000 francs par jour, vous voyez tout de suite, c'est quelqu'un qui va sauter sur l'occasion. C'est pourquoi ces pays-là donc, doivent faire en sorte de mutualiser davantage leurs forces et leurs maigres ressources pour s'aider et essayer de repartir du bon pied. Karim, on en revient au programme Facilité G5 Sahel, qui est le nom du programme, dont les actions seront menées dans le cadre d'une approche territoriale et d'une démarche participative, suivant des procédures souples de nature à accroître l'efficacité des transactions et des projets au service des populations. Mais pour quel résultat final selon vous?
Bon, vous savez, je pense qu'on a vu depuis des décennies les interventions, soit de l'Agence française de développement, de l'Union européenne ou d'autres organismes de ce genre, malheureusement, et dont les actions n'ont pas très souvent été suivies d'effets sur le terrain. Mais concrètement, je pense que, compte tenu du contexte actuel, où on est dans une situation d'urgence, c'est une urgence signalée partout, il est évident que la gouvernance financière devra être, en tout cas, au premier rang des priorités. Il faut faire en sorte que ces financements mobilisés puissent arriver, en tout cas à l'utilisateur ciblé, puissent arriver directement à la cible, faire en sorte que les actions, en tout cas prévues, soient menées, disons, rapidement et aussi dans la durée. Ne pas faire, disons, quelque chose d'éphémère qui ne puisse pas avoir un impact sur le quotidien des populations. Il est évident que ce ne sont pas des mesures, disons, palliatives. Il faut faire en sorte que les populations puissent repartir de bon pied, mais pouvoir, sur la base, en tout cas, de ce type de financement, pouvoir mettre en place des activités pérennes pour éventuellement aller dans le sens d'une prise en charge par elles-mêmes de leurs propres besoins. Karim, ce programme semble être une continuité, si je peux l'appeler ainsi, puisqu'en 2018, les pays du G5 Sahel avaient lancé ce qu'on appelle le programme de développement d'urgence. Il s'agissait d'un programme composé de 22 projets dits à impact rapide, qui ciblent les régions fragiles frontalières des 3 fuseaux d'intervention de la force conjointe épicentre de la crise sahélienne. Aujourd'hui, quel impact peut avoir de tels programmes dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Ah oui, mais l'impact sera important. L'impact sera forcément quelque chose de positif dans la mesure où très vite, il va certainement apparaître, on a parlé d'espoir, mais on va créer, on va susciter en tout cas une nouvelle prise en charge par les populations de leur avenir. Parce que vous savez, derrière l'extrémisme violent, derrière les actes de terrorisme et autres, il y a très souvent une population laissée à elle-même, une population qui n'a pas d'interlocuteur, qui ne trouve pas devant elle un État puissant, un État suffisamment fort pour prendre en charge leurs préoccupations. Maintenant, avec ce type de financement et avec, vous l'avez dit, le programme d'urgence qui a quand même connu un succès, il faut le dire, malgré tout ce qu'il y a eu par la suite, parce que c'est vrai que le tout sécuritaire s'accompagne également d'un minimum de retour à la réalité concrète du terrain. Il y a des besoins urgents, une demande sociale un peu à satisfaire. Il va de soi que les populations doivent être accompagnées, pas au jour le jour, mais en tout cas aidées à prendre en charge ces préoccupations urgentes pour très rapidement pouvoir donc satisfaire la demande et aller vers maintenant quelque chose d'assez pérenne, comme on l'a dit. Et Thior, par rapport à tous ces programmes et projets, aujourd'hui, comment arriver à bien les structurer, les harmoniser, les gérer et surtout les fonds dont regorgent ces programmes-là? C'est vers cela qu'il faut aller. Parce que vous savez, si les programmes sont exécutés de manière disparate, ils n'auront pas d'impact. Mais il s'agira de voir dans chaque pays comment harmoniser les différents programmes pour avoir plus d'impact. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans une situation d'urgence. On sait que l'insécurité, elle est là et ça commence à durer. Les populations, vraiment, depuis cette décennie-là, où ça s'est accentué, vivent le calvaire et beaucoup ont fui même leur localité. Souvent, on n'insiste pas là-dessus. Bien, Karim le rappelait tout à l'heure, quand on voit tous ces enfants qui ne peuvent même plus aller à l'école parce que, bon, la situation dans leur localité ne permet plus cela. C'est une tragédie. On est en train d'hypothéquer cet avenir-là. C'est pourquoi tous ces programmes doivent être des programmes même qui impactent la vie de ces populations concernées. Parce que si c'est juste des programmes pour des programmes, ça veut dire qu'on risque d'avoir l'effet boomerang et ce n'est pas bien. En amont, il faut bien réfléchir. Je pense que le G5 Sahel est bien navigué en cela pour savoir que ces programmes, vraiment, c'est des programmes dont les populations ont besoin. Karim, comment arriver à harmoniser tous ces programmes et projets du G5 Sahel, comme l'a dit tout à l'heure Thior, pour éviter que les choses aillent dans tous les sens et de façon disparate? Bon, je pense que déjà, au niveau de G5 Sahel,
il y a, c'est défini, hein, il y a la stratégie de développement et de sécurité qui a été mise en œuvre, et il y a surtout ce qu'ils appellent les programmes d'investissement prioritaire, les PIP. Par conséquent, il y a un certain agencement des différentes actions, mais il y a surtout aussi une priorisation par rapport en tout cas aux urgences. Maintenant, sur le terrain, il faudrait effectivement faire en tout cas une segmentation plus précise, voir les besoins, en tout cas dans les zones les plus fragiles, où effectivement les populations sont confrontées à des... Bon, c'est vrai que partout au niveau du Sahel, on est presque dans la même situation. Vous savez, on parle de populations fragiles, mais en réalité, la situation est partout la même. Mais identifier les zones où effectivement, en plus de la précarité, de la pauvreté ambiante, endémique, les populations sont confrontées à une situation de sécurité qui nécessite effectivement une intervention rapide. Thior, ce projet s'inscrit dans les objectifs du G5 Sahel de doubler l'accès à l'électricité. Je veux parler du programme de développement d'urgence, l'accès à l'électricité dans les pays du G5 d'ici à 2023, de fournir des infrastructures, des services multisectoriels et de renforcer la décentralisation et la gouvernance locale. Comment une telle initiative peut contribuer à un retour et à une consolidation de la paix dans cette zone-là? Parce que rien que quand vous prenez le volet électricité, quand vous arrivez à amener la lumière au fin fond de tous ces villages qui étaient coupés des capitales, que ce soit Bamako, que ce soit Niamey, que ce soit Ouagadougou, c'est un grand pas en avant. Parce qu'avec l'électricité, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent. Le volet, par exemple, hydraulique, amener l'eau, faire en sorte d'encourager les activités agro-silvo-pastorales. Donc, parce que quand vous arrivez à faire en sorte que les gens s'occupent, ils n'auront même pas besoin de tomber dans les sirènes de ces groupes rebelles. Et c'est là le défi que les G5 doit relever. Faire en sorte que les secteurs qui ont été choisis soient des secteurs porteurs pour les populations. Si ce sont des secteurs porteurs, il n'y a pas de souci à se faire. On peut avoir espoir que peut-être d'ici 5-10 ans, les choses devraient s'améliorer. Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ça aura été un gâchis. Karim, à côté des programmes sociaux pour la lutte contre le terrorisme, est-ce qu'il ne faudrait pas également impliquer davantage les autorités locales qui, eux, sont à la base plus près ou plus proches des populations? Absolument. Je pense que c'est une tendance vers laquelle, d'ailleurs, tous les États sont obligés d'aller dans le cadre des différentes négociations, en tout cas au niveau de ces États-là. On voit de plus en plus l'implication des chefs traditionnels, l'implication des religieux, en l'occurrence les imams et autres, comme c'est le cas au Mali, où on a vu dans certaines zones des religieux, ou en tout cas des chefs traditionnels, être associés à des discussions autour de ces problématiques de sécurité, en tout cas de développement d'une manière générale. Parce que ce qui importe, c'est qu'en fait, il y a à côté de ces questions de sécurité, de ces questions de stratégie, danger et autres, il y a des valeurs quand même africaines qui restent, des valeurs de dialogue social, de dialogue entre différentes communautés. Et ça a été un peu mis à mal. On a vu les conflits entre ces communautés-là. Oui, oui. Par exemple, quand vous prenez le cas du Mali avec les Dogons et les Peuls, oui. C'est aller trop loin. D'où l'urgence de ramener un peu cette harmonie et cette cohésion entre ces communautés-là. Parce que ces communautés étaient habituées à cohabiter ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se casse comme ça? Là aussi, la question des ressources naturelles revient également, puisque à l'origine aussi, c'est ce genre de problème qui a eu à faire confronter ces deux communautés que sont les Dogons et les Peuls. Oui, mais disons que l'ampleur que les conflits entre ces communautés, l'ampleur que ça a pris ces dernières années, c'est allé un peu trop loin. On sait que, bon, il y avait des frictions, comme naturellement même dans des pays comme le Sénégal, parce que quand vous prenez les éleveurs et les agriculteurs, souvent il y a des malentendus, mais pas au point des massacres à grande échelle. C'est pourquoi il faut faire en sorte que, de par le passé, comment ils ont pu cohabiter sans problème, en bonne intelligence,
faire revenir un peu ce que disait Karim, un peu cet esprit de dialogue entre les communautés, savoir que bon, elles sont condamnées à vivre ensemble. Karim, tu as donné tout à l'heure l'exemple du Sénégal. Donc, pour le G5 Sahel, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des pays comme le Sénégal, ou bien qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le G5 Sahel de s'ouvrir à d'autres pays qui font face aux mêmes défis de lutte contre le terrorisme, comme le Sénégal par exemple? Qu'est-ce qui retarde les choses? Bon, mais écoutez, je pense que le Sénégal, même s'il n'est pas présent dans le G5 Sahel, n'en est pas moins un observateur. Comme du reste la Côte d'Ivoire et les autres pays, disons, qui sont à la périphérie. Parce qu'il faudrait quand même... Mais ne faudrait-il pas également les impliquer, les intégrer au sein même du groupe du G5 Sahel? Oui, en réalité, il y a quand même une certaine intégration. Si on vous dit que le Sénégal fait partie de ce qu'on appelle le programme du Garci, avec ce déploiement donc, de forces pour sécuriser un peu la frontière avec le Mali. Un programme financé d'ailleurs par l'Union européenne. Financé par l'Union européenne. Cela, effectivement, montre que même si on n'est pas sur la ligne de front, on n'en a pas moins quand même un pays qui est quand même, disons, plus ou moins confronté à ces problèmes d'insécurité. Et il faut le dire, les dernières attaques qui sont survenues au Mali se sont passées pratiquement à quelques centaines de kilomètres des frontières sénégalaises, donc dans la région de Kay et autres. Par conséquent, il est évident que aussi bien le Sénégal comme le Bénin ou la Côte d'Ivoire et le Togo, qui ne sont pas systématiquement sur la ligne de front, doivent également avoir, en tout cas avec le G5 Sahel, des relations, en tout cas un partenariat un peu plus poussé pour les échanges déjà de renseignements, d'échanges en fait, mais il faut le dire, le Sénégal comme la Côte d'Ivoire et d'autres pays interviennent également dans le cadre de la mission des Nations Unies, l'administration au niveau du Mali. Par conséquent, il y a, c'est vrai, la force conjointe du G5 Sahel, mais il y a également, en tout cas, la mission onusienne où effectivement le Sénégal et comme d'autres pays sont présents au Mali. Le Sénégal, comme d'autres pays, sont présents au Mali. Avant de finir, juste Mamadou Thior, et si vous voulez réagir par rapport à ce point-là, aujourd'hui, quels doivent être les rapports entre le Sénégal et le G5 Sahel, ou bien la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tous ces pays-là et le G5 Sahel? Depuis la création du G5, les gens s'interrogent pourquoi le Sénégal n'en fait pas partie. Je pense que d'ailleurs, naturellement, le Sénégal fait partie du Sahel. Et les questions qui ont intéressé à la création du G5 Sahel sont des questions qui nous intéressent ici. Je pense que les autorités sénégalaises sont assez intelligentes en termes de coopération avec les G5 Sahel, parce qu'au début c'était assez tendu, mais je pense qu'avec le temps, ils ont pu, même s'ils ne sont pas membres à part entière, quand même il y a une certaine coopération qui est en train de se faire, comme le disait Karim, à travers les coopération. Malheureusement, on est arrivé au terme de cette émission. Une certaine coopération entre ces différents États-là. C'était tout pour ce numéro du débrief. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes.